Je ne suis pas spécialiste du baroque, normalement j'ai quand même une notion d'histoire de l'art très large. Je m'occupe essentiellement de tableaux du XVIIIe et de la première partie du XIXe. Voilà. L'époque baroque est très très riche, on pourrait en parler pendant des jours. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite notion de ce qu'est le baroque et surtout le baroque pyrénéen, parce qu'on va s'intéresser donc à l'hôtel Baldaquin de Fos qui est ici, et donc une œuvre qui date de 1780, un baroque tardif, et donc on va parler de la dynastie des frères Ferrer, dont Dominique Ferrer est l'auteur de cet hôtel Baldaquin. Voilà. Donc pour parler un petit peu du baroque en général, le baroque est un mouvement artistique qui trouve son origine en Italie, dès le milieu du XVIe siècle et qui va se terminer au milieu du XVIIIe siècle en Italie, mais qui en France durera plus longtemps et surtout dans nos régions jusqu'à la fin du XVIIIe, puisque les Pyrénées ou les régions montagnardes étaient toujours un peu plus en retard par rapport à la mode esthétique de l'époque. Voilà. Donc on peut appeler la période baroque l'âge baroque, puisqu'il touche les domaines intellectuels et artistiques. Donc le baroque est attribué à la musique, à la littérature, à la peinture et bien sûr à la sculpture. À cette période, les plus belles églises baroques se trouvent à Rome, à Venise, à Florence et à Mantoue. Le terme baroque donc n'était pas du tout utilisé au XVIIe siècle. Le terme baroque est un terme plus tardif, mais c'est un terme qui s'applique à un style architectural créé à Rome et qui s'est propagé dans d'autres pays, comme l'Espagne, le Portugal, la France et l'Autriche. Donc on parle souvent d'un baroque espagnol, d'un baroque portugais, qui sont des baroques extrêmement chargés. Mais bien sûr, sa base est en Italie, donc à Rome. Et il s'est étendu plus tard donc à la sculpture, à la peinture. Il est caractérisé par l'exagération des mouvements et la surcharge décorative, qu'on peut apprécier ici, mais moins que dans d'autres hôtels baldaquins que nous verrons sur les diapositives, parce que ça c'est vraiment un baroque tardif qui déjà va arriver sur le néoclassicisme. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Donc, le style baroque est caractérisé par l'exagération des mouvements, la surcharge décorative, et il a surtout un but spécial qui est d'impressionner par sa grandeur. Donc, c'est-à-dire qu'on est à une époque où dans la société, il y a bien sûr Dieu, et ensuite le roi. Et donc, l'Église doit être le palais de Dieu, mais aussi riche en décoration que le palais du roi. Voilà. Donc quand on rentre dans une église baroque, on rentre dans un grand palais. Donc c'est un art très pompeux. Le mouvement baroque se retrouve donc aussi dans la musique. On en écoutera un petit peu tout à l'heure. Et surtout dans ce qu'on appelle la musique baroque. Et on peut tout à fait l'apprécier dans la musique de Jean-Sébastien Bach, né en 1685 et décédé en 1750, qui était donc maître de chapelle de la cour du prince Léopold d'Autriche. Et donc la musique baroque, bien sûr, dans une église baroque, ça ajoute à la grandeur du décor. Ça appelle à l'émotion. C'est fait pour vous toucher au plus profond. Donc, on va s'intéresser aujourd'hui plus particulièrement au baroque pyrénéen, puisque nous sommes dans les Pyrénées, et des Hautes-Pyrénées, dont les frères Ferrer sont les artistes de premier ordre. Donc, c'est une dynastie, je vais vous les citer. Excusez-moi. Donc, il y a Jean Ier Ferrer, Jean II Ferrer,
Marc Ferrer et Dominique Ferrer. Donc, c'est une dynastie qui est originaire d'Asté. Asté est un petit village à quelques kilomètres de Bagnères de Bigorre. Et donc, à la fin du XVIe siècle, au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est une famille qui va régner dans le domaine de la sculpture des Hautes-Pyrénées, décorer les églises des Hautes-Pyrénées, des villages, mais aussi de Tarbes. Et donc, ils vont voyager à travers les Hautes-Pyrénées pour proposer donc leur hôtel baldaquin qu'ils sculptaient sur place, dans les villages. Voilà. Donc, l'art baroque pyrénéen, globalement, est une forme régionale d'art baroque, mais essentiellement religieuse, présente dans de très nombreuses églises de village dans le Piémont et en montagne. Il se développe dans les églises pyrénéennes, donc au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, et il est comparable à celui de la Savoie, qui était très imprégné d'art baroque italien. Donc on a toujours dit que l'art baroque pyrénéen était vraiment très proche de celui de la Savoie. Revenons donc sur la dynastie des Ferrer. Donc ils sont originaires d'Asté. Les trois sculpteurs, donc je vous les ai cités, Jean Ier, Marc Ferrer, Jean II et Dominique Ferrer. Et donc c'est à Dominique qu'on va s'intéresser plus particulièrement aujourd'hui, puisqu'il est l'auteur du somptueux hôtel baldaquin que nous avons qui est représenté ici. Tout le monde m'entend bien? Parfait. Donc Dominique Ferrer est né en 1723 à Asté et il est décédé le 11 juillet 1809 à Tarbes, où il résidait. Il passa sa vie à réaliser du mobilier baroque pour des églises des Hautes-Pyrénées, donc comme l'église de Saint-Pierre de Saint-Pé-de-Bigorre, de Tarbes, de Lodève et d'Andrest, et bien d'autres églises, et nous verrons donc ensuite à l'écran toutes ces réalisations dans ces différentes églises. Il est important de préciser bien sûr qu'en Haute-Garonne, ces œuvres sont très peu présentes, il n'y en a que deux. Un retable représentant le couronnement de la Vierge Marie qui se trouve à l'église de Bagiry et bien sûr notre magnifique hôtel baldaquin. Donc nous savons de source sûre, étant donné que l'hôtel baldaquin n'est pas signé, nous savons de source sûre qu'il a été donc bien créé et qu'il est bien une œuvre de la main de Dominique Ferrer, car Jean Simon, qui a été maire de Fos en 1925 et qui était un descendant de Bertrand Soumastre, le premier consul de Fos, à la fin du XVIIIe, a conservé une lettre qui fut ensuite gardée par la famille. Voilà. Donc M. Jean Simon, qui était maire de Fos, était l'arrière-petit-fils du premier consul. Donc dans cette lettre est écrite par Dominique Ferrer, nous la verrons à l'écran tout à l'heure et je vous la lirai. Et donc elle est adressée à Bertrand Soumastre, premier consul de la commune, dans laquelle Dominique Ferrer lui annonce qu'il a terminé la sculpture de l'hôtel et qu'il lui envoie un peintre et un doreur afin de finir l'embellissement de l'hôtel baldaquin. D'après mes recherches personnelles, il semblerait que l'hôtel baldaquin de Fos soit du reste une de ses dernières œuvres. Parce que dans les années 1790, il n'a plus beaucoup sculpté, il a été malade, bon, il est décédé en 1812, et donc ça serait une de ses dernières œuvres, et justement très intéressante du point de vue artistique, puisque c'est un baroque tardif, néoclassique, très différent avec ce qu'il a pu faire auparavant. Mais on comparera en voyant les photos donc ensuite à l'écran. Donc l'hôtel de Fos est monumental, très richement décoré, dans un style baroque tardif qui annonce le néoclassicisme, et on peut surtout le remarquer dans le traité des sculptures des colonnes qui sont là. Comparé à des colonnes baroques plus anciennes, qui sont beaucoup plus chargées, là on a vraiment des colonnes qui sont typiques d'un temple néoclassique, et donc ce qui était très 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 à la mode à la fin du règne de Louis XVI. On peut se poser la question, pourquoi un hôtel baldaquin aussi somptueux dans un village de fond de vallée? Alors, Fos ne comptait bien sûr pas 250 habitants.
En 1780, il y avait entre 1400 et 1500 habitants. Donc c'était vraiment un gros bourg, essentiellement composé donc de paysans, mais aussi de négociants en bois, de riches marchands de bois qui faisaient travailler les râteliers. Il y avait énormément de familles de râteliers, et donc quelques 3 ou 4 propriétés le long de la Garonne, ici, jusqu'au Cériailles. Et au Cériailles, à cette époque-là, il y avait le château du marquis d'Astor, qui a malheureusement disparu suite aux inondations de 1874. Voilà. Mais on peut encore en voir la trace si tout le monde connaît la maison de Roger Agasse. Bon, en face, vous verrez, il y a une petite maison assez jolie, 19e, et un très très long mur en pierre, le mur le plus long de Fos. Voilà, le château était à cet emplacement-là. Et il y avait une forge. J'ai retrouvé même dans des archives où on parle de gens qui travaillaient à la forge du marquis d'Astor. Voilà. Donc il y avait quand même une noblesse, une bourgeoisie présente dans la commune. Et donc c'est pour cette raison-là qu'on a un hôtel baldaquin aussi précieux. Et puis alors il y a aussi une autre raison. C'est qu'en 1780, on est donc sous le règne de Louis XVI, et les églises à l'entrée du royaume de France, puisqu'on était à cette époque-là encore un royaume, et donc le premier bourg dans lequel on rentre depuis l'Espagne, les églises à l'entrée du royaume doivent être très richement décorées pour asseoir non seulement le pouvoir du roi, mais de l'Église. À savoir que les forêts de Melle appartenaient au roi. Nombre de terres lui appartenaient. Bon, ensuite, après la Révolution, tout ça a été démantelé, mais enfin bon, les carrières de marbre de Saint-Béat appartenaient aussi au roi. Et puis bon, il y avait quelques donc, riches familles que je vous ai citées. Il y a eu donc à cette époque-là des mariages aussi, dont un mariage, je le cite toujours en anecdote, en 1788, donc 8 ans après la création de l'hôtel Baldaquin. Il y a le mariage de Marie-Alexandrine Doniez, qui était la fille d'un des marchands de bois le plus riche de la région. La famille de son père avait fourni en bois la marine de Colbert. Et donc en 1788, elle se marie à l'église. Et le parrain de la mariée est le vicomte Louis de Noé, grand chambellan du duc d'Orléans à Versailles, maire perpétuel de la ville de Bordeaux. Donc des gens très importants sont venus, et donc il fallait absolument une église digne de recevoir ces personnes. Voilà. Alors, je vous ai préparé une série de photos de différentes églises décorées par les frères Ferrer, essentiellement bon, dans les Hautes-Pyrénées, puisqu'en Haute-Garonne, il n'y a que celui-ci et celui de Bagiry que nous allons voir. La série est classée par thème, donc on fera ensemble des comparaisons avec les décors de notre église, et j'essaierai de répondre au mieux à vos questions. Donc n'hésitez pas, on va passer les images très lentement, de poser toutes les questions qui vous viennent à la tête. Voilà. Alors, Jean-Marc va m'aider. On fait la comparaison avec l'église d'Aurignac, c'est ça? Oui, on va, voilà, c'est ça. Alors là, j'avais sélectionné l'église Saint-Martin d'Aurignac parce que je trouve que, architecturalement parlant, de l'extérieur, c'est la plus proche de l'église de Fos, c'est-à-dire une église qui, de l'extérieur, n'appelle pas une architecture très sobre, alors qu'en Italie, les églises baroques sont non seulement baroques à l'intérieur, mais à l'extérieur. Mais bon, ici, on n'avait pas assez de moyens pour avoir des églises tout en marbre. Donc les églises pyrénéennes sont finalement très sobres de l'extérieur, comme celle de Fos, et très richement décorée à l'intérieur. Et donc elle a son cimetière autour de l'église, comme ici. Voilà.
Alors, Aurignac, ça se situe pas loin de Bagnères du Bigorre. C'est essentiellement des églises qui sont dans les Hautes-Pyrénées, mais dans la région de Tarbes, de Bagnères du Bigorre. Donc, l'hôtel Baldaquin de Fos. Alors voilà, là on a donc l'intérieur de l'église d'Aurignac qu'on vient de voir. Et donc le haut de l'hôtel, le dais, ce qu'on appelle le dais, est très proche de celui de Fos. C'est une œuvre de Dominique Ferrer. Et donc on a une peinture au-dessus qui est un peu proche de celle-ci, sauf que celle-ci est peinte sur du plâtre et celle-ci est peinte sur du bois. Mais en comparaison, on est quand même assez proche de celui-ci. Voilà, là c'est l'église Saint-Saturnin d'Asté. Donc Asté est le village natal des Ferrer. Donc l'église est bien sûr entièrement décorée par eux. Et donc là, on a un très 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 beau retable avec une vierge absolument magnifique que je vous invite vraiment à aller voir si vous allez à Asté. Elle est en marbre blanc et elle a été commandée par la famille de Gramont, qui était une famille noble très importante de la région, à un grand sculpteur italien au XVIIIe siècle. Voilà, elle est classée au titre des monuments historiques et c'est vraiment une œuvre absolument magnifique. Voilà, là vous voyez vraiment l'ensemble. Donc l'hôtel qui est à Fos, ici, qui malheureusement en dessous n'est pas en très très bon état, c'est aussi sculpté par Dominique Ferrer. Parce qu'en fait, il sculptait l'hôtel Baldaquin, mais il sculptait aussi les meubles pour l'église. Donc on a, je vous montrerai ensuite des petites statues qui sont aussi sculptées par lui. Et donc cet hôtel-là devait être assez proche de celui-ci, mais malheureusement, le nôtre n'est pas en bon état. Donc là, on est, je pense, un tout petit peu avant le nôtre, mais on doit être entre 1770 et 1780, parce que c'est quand même un baroque qui est moins pompeux que les autres. On va voir après sur les autres églises. Voilà, donc là on est à l'église Saint-Baptiste à Campan. Donc là on est dans un baroque plus tôt. Et on peut le voir par les colonnades qui ont des guirlandes de raisins dorés autour. Et c'est beaucoup plus chargé. Donc là on est dans les années 1730, 1740. Bien avant bien sûr le néoclassicisme. Et donc beaucoup plus chargé. Voilà, donc là, on est toujours à l'église Jean-Baptiste à Campan. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'à cette époque-là, les frères Ferrer n'avaient bien sûr pas voyagé en Italie, hein, ils n'avaient pas vu les églises de Rome, ils ne sont jamais allés très très loin, hein, ils n'ont pas traversé les Pyrénées. Donc, comment connaissait-il l'art baroque? Il le connaissait par la gravure. La gravure existe depuis la Renaissance, et donc il existait des gravures, des grandes églises de Rome, de Florence. Donc ils achetaient ces gravures, et ensuite, ils ne les recopiaient pas, hein, ils les adaptaient avec leur art à eux, mais en tout cas, ils s'en imprégnaient énormément. Et les visages, ça c'est vraiment intéressant, tous les visages que vous avez, aussi bien sur les angelots, sur les saints, sur les saintes, sur la Vierge. Ce ne sont pas des visages idéalisés. Alors, à la fin du 19e, on se retrouve avec des vierges qui ont toutes la même tête, ou des saints qui ont tous les mêmes têtes, parce que c'est fait presque de manière industrielle. Alors que là, souvent, ça pouvait être la bergère, ou le berger, qui posait pour tel ou tel saint. Donc ils ont des visages tous différents, vous remarquerez. Même les anges, on verra une série d'anges après, il n'y a pas, et vous verrez aussi sur celui de Fos, il n'y a pas un visage identique à l'autre. Ils sont tous différents. Donc l'ange, ça pouvait être un bébé qui venait de naître dans le village, qui avait un joli visage. On va s'en imprégner.
Et donc c'est ce qui donne vraiment un caractère unique à ces sculptures et des visages finalement très humains. Donc là par exemple on a Saint Joseph, on a les anges et vous voyez que cet ange-là n'a pas du tout la même expression que l'autre et que Saint Joseph a presque un visage humain mais on le voit encore mieux sur d'autres photos. Donc là, on est toujours donc, à Saint-Jean-Baptiste de Campan, le tabernacle de Saint-Pierre. Donc là, on est vraiment dans un baroque très chargé, toujours avec des décors de colonnades à guirlandes de raisins et de pampres. Et bien sûr, toutes ces dorures-là, comme sur le nôtre, hein, c'est une dorure à la feuille. C'est énormément de travail et ça ne bouge pas. Ça se conserve très bien puisque c'est des feuilles trempées dans de l'or fin. Donc voilà, ça c'est le retable qui est à Bagéry, qui est une œuvre de Dominique Ferrer, mais beaucoup plus tôt. Alors, c'est un baroque, ce qu'on appelle plus primitif. Là, il est beaucoup plus appliqué, je trouve, hein, moi, dans celui de Fos que dans celui-là. On n'est pas à la même période. Donc, il est beaucoup plus petit. Donc ça, c'est le retable de l'église de Séméac. Là, on reste, pareil, dans le néoclassique. Hein. Donc sûrement à peu près, presque à la même période, hein, parce qu'on verra sur le dais tout en haut, on a les mêmes décors, mais celui-ci est très doré. Après la dorure, c'était selon aussi les moyens de la commune. Voilà. Là, c'est la chapelle Notre-Dame de Roumet à Ceuta, c'est le retable. Donc pareil, un baroque plutôt, voilà, avec toujours ces décors de colonnades, de guirlandes de raisins. Alors là, on va voir donc les anges, une série d'anges, qui sont absolument magnifiques. Moi, je rêverais qu'on fasse un petit livre comme ça avec les anges qu'on a ici, parce qu'on en a beaucoup, et comme je vous l'ai dit, ils sont tous différents, et en photo, ils rendent vraiment merveilleusement bien. Ils ont vraiment des visages d'enfants. C'est pas du tout mièvre, c'est pas du tout... Donc celui-là, c'est celui de l'église de Saint-Hilaire à Montgaillard. Ils sont très photogéniques. Voilà. L'église Saint-Saturnin à Asté. Voilà, ça c'est un ange consolateur avec donc, un peu comme ceux qu'on a sur le côté ici, mais plus petit. Pareil, il a un visage vraiment, vraiment humain. L'église Saint-Julien de Brioude. Voilà. On dirait presque le portrait d'une personne. C'est un ange consolateur, oui, avec un type brun bien pyrénéen. Celui-ci est magnifique. Alors là, on va voir le détail des hôtels baroques. Donc, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le baroque, c'est des décors très tarabiscotés, assez lourds. Hein. Mais, donc, voilà. Alors là, on est à l'église Saint-Martin à Baudéan. Donc on a, c'est le tabernacle, le dais. Donc on a exactement les mêmes décors, vous verrez, sur le nôtre. C'est pour que vous voyez vraiment la finesse du travail, parce que bien sûr tout ça c'est d'abord sculpté dans du bois, et ensuite ramené à perfection avec un doreur et un peintre. Voilà, donc ça c'est l'aileron du retable. On en a aussi ici deux. Ils ne sont pas tout à fait identiques, mais ils sont proches, donc avec des feuilles d'acanthe. Voilà. Après, c'est des détails qu'on peut retrouver aussi dans le mobilier à l'époque,
bien sûr le mobilier royal ou aristocrate, dans les miroirs du XVIIIe, c'est exactement les mêmes décors. Donc voilà, une colonne donc avec ce décor de pampres et de raisins. Ça, c'est vraiment un baroque du début du XVIIIe jusqu'à peu près 1750-60. Et après, on change et on a vraiment des colonnes beaucoup plus sobres, beaucoup plus néoclassiques. Ça, c'est vraiment la différence. Voilà, ça, c'est le cartouche de l'hôtel. C'est juste pour vous montrer vraiment en grand la manière dont le baroque est sculpté. Et ensuite, quand vous irez voir l'hôtel Baldaquin, vous pourrez voir qu'il y a vraiment beaucoup de similitudes avec le nôtre. Donc ça, c'est le cartouche de l'hôtel. On devait en avoir un aussi au milieu, mais enfin bon, il a disparu, mais on en a un là, sur l'hôtel, le premier hôtel. Donc on appelle ça un cartouche. Alors là, il a des lettres entrelacées, peut-être d'un évêque, hein, je ne sais pas. Nous, nous n'avons rien d'inscrit, mais on a quand même le cartouche qui est très beau sur le premier hôtel. On ira là. Alors, voilà les visages baroques. Je reviens donc à ce que je vous expliquais tout à l'heure. Les visages sculptés par les Ferrer sont vraiment des visages absolument humains et plein de sentiments. Alors là, on a Saint-Fidèle. Si on lui enlève son habit de moine, il a la tête d'un paysan pyrénéen de l'époque. Saint-Pierre, un visage très expressif. Donc ça, c'est la très belle statue de la Vierge, donc commandée par la famille de Gramont, un des plus grands sculpteurs italiens de l'époque. Parce qu'il faut savoir, c'est important, donc il n'y avait pas énormément d'échanges, les familles nobles ici, pareil, ne voyageaient pas énormément, mais il y avait des artistes italiens qui venaient dans les Pyrénées. Il y en a beaucoup qui sont venus à Saint-Bertrand-de-Comminges. Saint-Bertrand-de-Comminges a été sculpté. Il y a eu beaucoup de sculptures faites donc, par des sculpteurs italiens qui restaient parfois 2 ans, 3 ans ou 5 ans sur place et donc avaient leur atelier. Et on pense peut-être que Sainte-Barbe, qui est ici, aurait été sculptée par un sculpteur italien de Saint-Bertrand-de-Comminges. Parce que moi et Michel Régade, on a beaucoup observé les sculptures de Saint-Bertrand et on a retrouvé exactement le même visage, la même coiffure, la même expression, sûrement la même femme qui a posé. Et donc c'est tout à fait logique qu'un sculpteur italien à Saint-Bertrand ait pu avoir une commande de la commune de Fos. Mais là on est beaucoup plus tôt. Mais je vous invite à aller à Asté vraiment à voir cette église parce qu'elle est vraiment splendide. Donc là, une Vierge à l'enfant, pourtant si elle est des Ferrer, celle-là. Elle est des Ferrer, mais ils ont dû se tromper parce que je l'avais trouvée dans un autre livre et elle n'est pas du tout du 19e. Pareil, toujours avec un visage très humain. Donc là, on a Saint-Paul, c'est le retable de l'église Saint-Martin à Baudéan. Vous voyez vraiment, chaque visage est une sculpture unique. Alors qu'après, au XIXe siècle, dans les églises, c'est pour ça que ça intéresse beaucoup moins les historiens, c'est qu'en fait, on a vraiment des statues qui se ressemblent, qui se répètent, qui sont faites pratiquement de manière industrielle, et donc toutes les églises se retrouvent avec les mêmes statues. Mais là, vraiment, jusqu'à la fin du XVIIIe, on reste vraiment dans des créations uniques. Saint-Julien de Brioude. Sainte-Catherine d'Alexandrie. Alors là aussi, elle a vraiment un visage extraordinaire. L'église Saint-Saturnin à Pouzac.
pareil, là c'est vraiment le visage d'un homme qu'on aurait pu rencontrer dans les campagnes. Alors là, je vais vous la lire. Ça a été assez difficile à déchiffrer. Donc c'est vraiment la seule preuve, cette lettre que nous avons, qui atteste que l'hôtel Baldaquin est une œuvre de Dominique Ferrer. Du reste, au XIXe siècle, la fosse, ça s'était oublié, jusqu'au début du XXe, quand donc Jean Sinan a donné à la mairie la lettre, parce que la lettre est conservée donc dans les archives de la mairie. Elle a été donnée par la famille, et où vraiment on atteste que Dominique Ferrer est bien l'auteur de l'hôtel Baldaquin. Donc, il lui écrit: Monsieur, le sieur Baquet, porteur de la présente, est le doreur que j'ai eu l'honneur de vous annoncer en partant de Fosse. Me sentant très honoré et flatté de la confiance que vous et votre communauté m'avez donnée pour le choix d'un sujet, je suis assuré que celui que je vous adresse remplira bien votre commune en attente, en ramenant à perfection la peinture dorure de votre hôtel. Outre le mérite de bien entendre sa profession, il est d'un bon caractère, sage et honnête. Si à tous ces titres, vous voulez bien l'honorer de votre bienveillance, j'espère que vous n'en serez pas fâché, et en mon particulier, je vous en serai bien obligé. Si dans aucun temps, je vous suis bon à quelque chose, je suis et serai toujours disposé à redoubler de soins et d'activité pour vous témoigner et à votre communauté mon zèle, à seconder vos désirs. Je suis avec la considération la plus respectueuse, monsieur, votre très humble et très obéissant serviteur, Ferrer, Tarbes, le 7 octobre 1780. Voilà, donc c'est vraiment la seule archive qui est pratiquement la signature de l'hôtel Baldaquin. Voilà. Et donc, oui, Dominique Ferrer. Donc, il est venu à Fosse, on peut supposer qu'il est resté longtemps ici, pour sculpter bien sûr l'hôtel Baldaquin sur place. En général, les artistes, par exemple, le pont que nous avons à Fosse en marbre, il a été entièrement sculpté et monté à Fosse, dans des champs à côté. Donc les artistes venaient, ils étaient payés, ils étaient nourris, ils étaient logés, et donc ils restaient sur place. Et donc Dominique Ferrer, à la fin, lui, ne faisait pas bien sûr la peinture de faux marbre que nous avons, parce que bien sûr, tout cela n'est pas du marbre. C'est une technique italienne très ancienne qui permet d'imiter le marbre par la peinture. Donc en trompe-l'œil. Sur du bois, voilà. Et bien sûr, tout le reste est doré à la feuille d'or, mais ça, c'est pas le métier du sculpteur, c'est vraiment le métier du peintre et du doreur. Voilà. Cette lettre est intéressante parce qu'elle montre que Ferrer... Le micro. Sinon, il faut que tout le monde entende. Excusez-moi de tout de suite une question. Non, mais moi, je veux que les gens posent des questions. Cette lettre oui. Me paraît intéressante parce qu'elle montre que Ferrer n'était pas seulement le sculpteur sur bois, mais il était aussi le maître d'œuvre qui adressait le doreur. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, l'atelier des Ferrer, c'était vraiment c'est une affaire de famille qui a duré quand même presque 2 siècles. Donc, eux sculptaient, mais ils avaient tout un tas d'apprentis et de personnes qu'ils envoyaient ensuite, donc sur leurs diverses réalisations,
pour faire donc tout le travail de la feuille d'or, de la peinture, voilà. Il faisait ce travail de coordination. Tout à fait. Il fallait que ça soit vraiment parfait parce qu'il s'engageait quand même auprès du premier consul. Premier consul, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, c'est beaucoup plus important qu'un maire. C'est le premier consul, il gérait les râteliers de la Garonne, il faisait presque police aussi. Il y en avait plusieurs, il y avait en général 2 ou 3 consuls, et c'est le premier consul donc, qui dirigeait tout cela. Et qui ensuite, donc c'est le Bertrand Soumastre, sous la Révolution, parce qu'il a été consul jusqu'à la Révolution française, c'est lui donc, qui donnait les certificats de bonne conduite, voilà, et qui a tenu, en fait à Fos, il n'y a pas eu vraiment il n'y a eu personne de guillotiné. Hein. Voilà. Ça, je les aurais peut-être, ça serait intéressant, bon, ça n'a rien à voir avec ça, mais j'en parle, peut-être pour une prochaine conférence, parce que, bon, Bertrand Soumastre, c'est mon 4e arrière-grand-père. Et la famille a conservé les registres révolutionnaires. Et ça, ils n'ont jamais été vus par qui que ce soit à Fos. Je l'ai su très récemment par un cousin qui m'a dit « J'ai retrouvé au grenier les registres révolutionnaires, qu'est-ce que ça fait là ?» Et je lui ai dit bah, « Notre 4e arrière-grand-père était le premier consul, donc c'est tout à fait normal. » Donc voilà, j'éplucherai ça et ça sera peut-être une prochaine conférence. Voilà. En tout cas, il avait bon goût. Alors, il faut imaginer que l'Église, bon, j'en reparle un petit peu parce qu'on a oublié, au XVIIIe siècle, l'Église était plus grande. C'est-à-dire, je m'explique. On a ici à gauche la chapelle dédiée à Sainte Marie, à la Vierge. On avait la même chapelle de ce côté-là. Et quand vous sortirez, il y a un grand carré d'herbe devant. Et vous verrez, ça a la forme exactement de l'ancienne chapelle. Donc l'église avait vraiment 2 ailes de chaque côté. Et la porte n'était pas à l'endroit actuel, elle était pratiquement à l'emplacement des premières tombes, un petit peu plus loin. Il y avait un sas à l'intérieur beaucoup plus grand. Tous les décors là que nous avons donc ici sont relativement je dirais, modernes. Ils datent vraiment de la première partie du XXe siècle, vers 1920. Voilà. Ça a été peint par les frères Lasserand, qui sont des peintres du Gers, qui avaient été à Rome pour le concours de Rome, mais qui n'avaient pas réussi, mais qui étaient des peintres poètes, et donc qui peignaient beaucoup dans les églises du Gers, et ici aussi donc en Haute-Garonne. Donc tous ces décors-là, c'est les frères Lasserand. Voilà. Donc je ne sais pas, on ne sait pas exactement au XVIIIe siècle la couleur qu'avaient les murs. En tout cas, il faut imaginer à cette époque-là, une église, aujourd'hui elle est très dépouillée par rapport à ce qu'elle a été. Il faut imaginer des lustres avec des bougies partout, bien sûr, puisqu'on ne s'éclairait qu'à la bougie. Des grandes tentures. L'autel baldaquin en haut, vous voyez les anges à chaque extrémité. Il y a des petits pics, si tout à l'heure vous vous approcherez, vous pourrez voir, il y avait des pics. Et bien sur ces pics, c'était des plumes qu'il y avait à l'époque. Parce qu'en fait, le dais, qu'il y a ici, il y a un dais aussi sur le trône d'un roi. Donc là, le dais, parce que c'est le trône de Dieu. Et donc, les rois à l'époque, au-dessus du dais, il y avait toujours des plumes, il y avait des tentures. Et donc ici, c'était pareil. Il y avait des plumes en haut, et derrière l'autel baldaquin, il y a encore des crochets. Il y avait de très très grandes tentures en velours. Donc c'était vraiment encore plus riche. Aujourd'hui, on a bien sûr perdu. Il y a des objets qu'on n'a pas retrouvés aussi, qui étaient à l'église, qui ont disparu au cours des siècles. Et je sais qu'il y a eu à un moment un grand tapis rouge. Enfin voilà, c'était vraiment... on décorait une église pratiquement comme on décorait un palais. Voilà, donc en fait là on voit bien, voilà, la chapelle de Marie, la chapelle Sainte-Catherine. Bon, la sacristie était au même endroit,
Et donc la porte était avancée par rapport à... Donc ensuite, cette chapelle qui était là a été endommagée lors d'une inondation au 19e. Et elle a été tellement endommagée qu'ils n'ont pas jugé bon de la reconstruire à l'identique. Et donc ils ont fermé par ce mur, donc en faisant au début du 20e faire à Toulouse ces 3 vitraux. Et vous pourrez remarquer que le vitrail du milieu est dédié à Sainte Catherine, en souvenir de la chapelle qui lui était dédiée à cet endroit. Et les fonds de baptismaux ont changé de place, ils étaient dans une petite pièce du fond que je vous montrerai après. Alors là, on voit le chantier de 1908. Donc ça, c'est le chantier de 1908. La porte actuelle a été remise là, mais en fait, elle était à ce niveau-là, la porte. L'église continuait, justement. Et je vous montrerai en sortant. Voilà. Alors, ici, actuellement, on a perdu toute cette partie-là. Puisque maintenant, on rentre par le clocher ici. Et en fait, quand vous regardez l'église de ce côté du cimetière, vous voyez bien qu'ici, elle a été complètement amputée. En fait, elle avait vraiment ces 2 ailes de chaque côté. Alors là, vous avez la maison familiale des Ferrer à Asté, qui a été transformée en musée. Alors, j'ai un peu dit dépliant, là, vous pourrez consulter, regarder. Ils ont fait un très joli livre, qui est ici. Alors, on pourrait faire pareil pour l'église de Fox, avec donc de très belles images que je vous ai projetées les plus belles ce soir. Vous voyez, avec l'ange qui est derrière. Voilà. Et donc, dans la maison des Ferrer, ils ont fait un petit musée sur le baroque pyrénéen, où ils passent un petit film, où ils expliquent ce qu'est le baroque en général, et donc toute la production des Ferrer. Les Ferrer donc, fournissaient, en dehors de faire des hôtels bataquins, ils fournissaient aussi des petits meubles. Ici, par exemple, ça a été fait par Dominique Ferrer. Voilà. On l'a retrouvé au fin fond de la sacristie. Et donc, quand j'imagine le consul à l'époque a commandé cet hôtel bataquin, mais il a commandé aussi des saints, des saintes. Ah oui. À cette époque-là, rien n'est fait en plâtre. Voilà. Son petit numéro d'inventaire, parce qu'on a fait un inventaire complet de tout ce qui est à l'église. Et donc vous verrez, ça aussi, c'est de Dominique Ferrer. Mais c'est du bois. C'est pas, mais c'est du bois. Donc là, on a Saint-Sébastien, on a Saint-Pierre, et on a Sainte Catherine. Et il y a les reliques. Donc c'est vraiment c'est très 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 précieux parce que ce sont vraiment des saints avec la relique du saint. Il y a eu Sainte-Germaine, mais elle a disparu. Voilà. Et vous verrez Sainte Catherine qui est là-bas, elle a un visage absolument magnifique. Bien sûr, tout est doré à leur fin. Et l'ostensoir que je vais vous montrer,
a aussi été acheté au Ferrer, parce que quand je suis allée à Asté visiter le musée, j'ai vu exactement le même. Et donc la dame qui s'occupe de recevoir les visites, qui est historienne, m'a dit ça c'était toujours fourni par les Ferrer avec l'hôtel Baldaquin. Voilà. Et on a sa boîte d'origine avec le velours à l'intérieur, cette vestille. Voilà. Donc on le sort pour les grandes occasions comme aujourd'hui. Alors, je vous invite à me poser toutes les questions qui vous viennent par la tête et à aller observer tout de plus près, et puis on peut en parler ensemble. Alors, on sait qu'avant l'hôtel Baldaquin actuel, il y avait un petit hôtel, beaucoup moins grand, mais on n'a pas bien sûr pas de photo, on n'a rien du tout, qui avait été commandé à Saint-Gaudens, un sculpteur de Saint-Gaudens, un hôtel avec des saints. Mais bon, on n'a pas... Il a disparu, bien sûr, à l'installation de celui-ci. Est-ce que l'on a une petite idée du nombre d'années, je suppose, qu'il mettait pour faire une œuvre comme ça? Je pense au moins 1 an minimum. Parce qu'il devait avoir des aides, il n'était pas... Ah oui, non, bah, bien sûr. Il avait des aides, il était logé, nourri ici à Fosse. Peut-être qu'ils l'ont fait, je ne sais pas si ça se fait exactement où, dans un champ, ou qu'il leur fallait quand même de l'espace. Hein. On leur avait peut-être créé un atelier à l'époque, c'est possible. Hein. Mais ils travaillaient quand même, ils avaient beaucoup d'apprentis avec eux. Il dessinait, lui, si tu veux, il avait déjà ses prototypes. Hein. Il proposait, alors en général, ce qu'il faisait 2 ou 3 dessins qu'il montrait au consul, et puis la commune, les consuls choisissaient. En général, c'est ça. Alors, la famille de Nièce, qui est une famille très importante, a peut-être eu son mot à dire. Et eux, bon, c'est des gens quand même. André de Nièce était marié à Élisabeth de Lassus, hein, donc une famille très importante de Montrégeau. Les de Lassus étaient quand même très proches du roi, donc ils savaient le goût vraiment recherché à cette période-là. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque-là, le goût part de Versailles, toujours. Part de la cour. Et donc, les nobles qui avaient eu la chance d'aller à Versailles avaient vu, et tout ça s'était rapporté. Puis on avait des gravures, donc on rapportait des gravures. Donc on avait quand même une idée de ce qui était à la mode. Oui, moi j'ai une question, mais vraiment tout à fait légère. On se demandait avec Guillaume si les anges avaient un nombril. Bonne question. Les anges avaient un nombril. Mais ceux du haut, on dirait, mais ceux du bas, non. Normalement, ils n'en ont pas, puisqu'ils sont nés. Oui, non. Celui-là, on dirait, mais peut-être pas. C'est peut-être un... Non. Il a été restauré. Alors, il n'a jamais été restauré. Je sais qu'il a été, il y a de nombreuses années, une entreprise était venue, bien sûr, affiliée au monument historique, parce qu'il faut savoir que tout l'hôtel Baldaquin est classé. Et donc, ce qui est très important, c'est que tout ce qui est à 500 mètres, à vol d'oiseau, de cet hôtel Baldaquin est protégé. Voilà. Et il a été nettoyé, mais enfin, il y a eu un léger, ce qu'on appelle dans le jargon, un bichonnage. Donc c'est vraiment un très très léger nettoyage. Et il en aurait peut-être besoin, mais il est quand même dans un très 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 bel état de conservation, vraiment. Alors on peut toujours nettoyer un peu les dorures, enfin je trouve qu'il est déjà là, vraiment très beau. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être qu'il soit consolidé. Parce qu'étant donné que dans les Pyrénées, la terre a tendance à bouger, vous verrez derrière, il tient par pas grand-chose.
Voilà. Alors, je sais que sous l'hôtel Baldacana, il y a une fosse très profonde avec des cailloux de la Garonne, enfin des galets de la Garonne énormes qui sont là en fait pour le maintenir. Voilà. Et devant l'hôtel, vous verrez, il y a un plancher en bois. Sont enterrés là quelques personnes qui ont vécu dans la commune, sûrement André Daniez et sa femme. Parce qu'on a regardé, en nettoyant le plancher, à un moment le plancher se soulève et j'ai vu il y a des vêtements en fil d'or. Mais à l'époque, les nobles n'étaient jamais enterrés dans le cimetière, ils étaient toujours enterrés dans l'église. Mais il n'y avait pas de plaque, quelque chose? Non, jamais. Parfois il y a des plaques, comme quand c'est vraiment des hommes d'église très importants. Des questions? Des questions? Non. Voilà, donc en tout cas, ce qu'on peut vraiment attribuer à Ferrer, c'est cette Vierge à l'enfant, les trois saints qui sont là, l'ostensoir, alors qui n'est pas créé par les Ferrer, mais qui a été fourni. Donc on peut penser que ça vient de Tarbes, parce qu'il résidait à Tarbes à cette époque-là. Donc c'est vrai que dans le canton, quand on voit les autres églises, celle de Fosse impressionne par sa grandeur et par son décor, parce que ça ne fait pas église de petit village du tout. Il faut vraiment se replacer dans le Fosse de l'époque. Et je vous invite à regarder de plus près et à en parler ensemble. Voilà. Merci infiniment à vous. Merci à vous.